Jeff Fillion. OK, gros vendredi aujourd'hui, yes, avec une bonne boîte, une grosse boîte à pizza de Jerry qui s'en vient. Une bonne pour les pirates cheap, mais une encore plus grosse, bien sûr, pour la gang sur la version Prime. À noter également pour la version Prime, parce qu'on est tout le monde ensemble en ce moment, donc pour la version Prime, il n'y aura pas de Carlos de Punisher cette semaine pour le Freestyle Friday. On va se reprendre vendredi prochain. Vous devez comprendre que être 1h30, 2 heures ensemble, alors qu'il y a des coupures d'électricité, des problèmes d'Internet avec toutes les histoires de tornades et d'ouragans. Donc, on est en contact avec Carlos, tout se passe bien. La famille est en shape, beaucoup de dommages dans les alentours, mais pour le reste, tout le monde est bien correct. Donc, salutations à Carlos et à toute la famille Val et les boys. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ah oui, pour le Prime, on a un Jukebox Jeff. Donc, pour les gens... On ne peut pas le présenter. On ne présente jamais de Jukebox Jeff sur la version gratuite. La raison, c'est que on joue des fois de la musique. Et sur la version grand public, on est comme barré, entre autres, sur YouTube et même sur Spotify, d'une certaine manière. Donc, et vu qu'on a un cadenas sur l'autre, eh bien, on a plus de droits un peu. Donc, on s'amuse à faire un Jukebox Jeff. Beaucoup de choses à jaser aujourd'hui. Entre autres, on va parler des 10 bands. Parce qu'il y a eu une histoire dans Forbes Magazine qui sont quel est le meilleur band metal. Donc, il faut définir qu'est-ce qu'un band metal. Et après, ben, vous faites votre propre liste. On a fait la nôtre, puis on va présenter ça dans Jukebox Jeff un peu plus tard. Nick Gagnon est en stand-by également. J'ai une petite poubelle un peu plus tard aussi, donc beaucoup de stock à venir ce vendredi qui s'annonce correct. Rien d'extraordinaire, mais quand on compare à ce qu'on a vu cette semaine, on peut se dire que même une fin de semaine so-so, ça peut être quelque chose de bien. Donc, enjoy the weekend. On a congé lundi. Je ne sais pas si vous célébrez la fête de l'Action de grâce, mais qu'en pensez-vous de canceller l'Action de grâce? On est dans l'époque de la cancellation. Que pensez-vous de canceller l'Action de grâce? On pourrait faire un genre de petit sondage et de coller ça avec l'Action de grâce américaine. Je comprends toute l'histoire derrière qu'est-ce qu'était l'Action de grâce au départ. C'était un moyen de remercier la nature, de remercier le bon Dieu pour ce qu'il nous a donné au cours de la saison de la récolte. Et vu que notre saison de récolte finit à peu près un mois plus de bonheur que celle des États-Unis, mais c'est pour ça que notre Action de grâce est en octobre à ce temps-ci, et que celle des Américains est le dernier jeudi de la dernière semaine complète de novembre. Mais seriez-vous pour? Parce que nous autres, on célèbre 2 Thanksgiving. On fait le Thanksgiving canadien. On aura une bonne dinde de chez Panier Extra qui va être dans le four lundi pour être mangée lundi soir et avoir plein de lunch pour le reste de la semaine. Et on fait même une dinde lors du Thanksgiving américain pour la fameuse journée de football avec les 3 games de football. Donc, on célèbre les 2, mais entre vous et moi, là, on est nord-américain maintenant. Je sais que ça déplaît aux Canadiens anglais quand on dit ça, là, mais on est plus américain qu'on est européen. Là. Donc, pourquoi pas matcher nos 2 actions de grâce et avoir droit au même le gros brouhaha commercial qu'il y a avec l'action de grâce, les gros spéciaux, le genre de départ pour les fêtes, et etc., etc. D'ailleurs, en passant dans les magasins, déjà, il y a du stock. On sait qu'au mois de fin juillet, les habits de neige étaient rentrés chez Costco, mais depuis une semaine, je suis allé dans les magasins. Il y en a qui vont me dire que c'est là depuis 2-3 semaines. Mais moi, je l'ai vu cette semaine. J'ai vu les premières décorations de Noël cette semaine, alors qu'on était en short et en T-shirt. C'est vraiment, excusez-moi, là, c'est fucking crazy, pas à peu près. Juste une petite patente avant de y aller sur un ou 2 sujets pour faire le Jeff Liberté d'ouverture habituel. J'en parlais avec Mr. White un peu plus tôt ce matin. Je suis de l'avis de Mr. White que j'ai un peu de malaise.
Je vous annoncerai que si jamais j'ai une maladie grave, un cancer ou quelque chose, même, je ne sais pas comment je vais dealer avec ça à ce moment-là, mais certainement que les pirates vont le savoir. C'est sûr qu'il y aller grand public, c'est toujours un peu touché. Il y a des choses qu'on peut garder un peu plus privées, mais regarde, chacun choisit sa manière d'étaler sa vie privée. Donc, je n'ai pas à juger ça. Sauf que le journal va peut-être utiliser ça un peu pour essayer de se faire un peu de capital politique sur le dos de Richard Martineau. Ça, regarde, c'est le genre de patente que je pensais qu'elle allait arriver, et c'est arrivé ce matin d'ailleurs. Mais le point, c'est qu'il faut garder une once d'humanisme de temps en temps. OK? Je connais Richard personnellement. C'est pas quelqu'un que je truste. OK? C'est pas je ne truste pas Richard Martineau. Je ne truste pas sa blonde non plus. Je les truste zéro. Ce sont des gens qui sont capables de virer de bord sur à peu près rien. La seule chose qui les importe, c'est leur contrat, leur portefeuille. C'est eux. OK? Et j'aime pas beaucoup ce genre de personnes-là. Ça existe, il y en a plein. Puis, mais je ne peux pas empêcher qu'ils sont quand même les deux. Ils ont du succès. Donc, ils tiennent quasiment à eux tout seuls, le Journal de Montréal et le Journal de Québec, par leurs commentaires. Donc, je ne suis pas un fan de Richard Martineau. Je ne suis pas un fan de Richard Martineau. Richard a été, et elle aussi, ont été assez souvent méchants envers moi, envers ma famille, envers ma blonde. C'est des gens que je ne porte pas dans mon cœur. OK? C'est des gens que j'ai trouvés inhumains pendant la COVID. Entre autres, Richard Martineau était inhumain envers une tonne de personnes. Et pour moi, c'est quelque chose que je vais me souvenir pour le reste de mes jours. Les gens, et pas juste lui, mais particulièrement lui, mais beaucoup d'autres chroniqueurs, je ne sais pas pourquoi ils ont eu besoin d'aller là. Je ne sais pas pourquoi ils ont eu besoin de faire tant mal à tant de monde. Pourquoi ils ont divisé autant de monde. OK? J'ai pas compris cette stratégie-là. J'ai pas compris pourquoi il y avait ce besoin de faire ça. Alors que dans toute société, sur tous les sujets, même les plus pointus, il y a toujours deux points de vue et les deux se valent. Les gens ont été carrément ont été attaqués de toutes parts. On les a traités comme étant du monde, du sous-monde, carrément du sous-monde. Donc, je ne suis pas un grand fan de Richard Martineau, vous allez comprendre. Et c'est pas parce qu'il a annoncé qu'il a un cancer de la prostate qui frappe beaucoup de monde. Donc, juste rappeler que si vous avez un historique dans votre famille, vous êtes dû pour plus de tests. Vous êtes peut-être dû également pour faire un genre de petit test avec la main du docteur ou de la docteure. Si vous n'avez pas d'historique de famille quand même, allez passer vos tests le plus souvent, peut-être qu'annuel, si vous êtes en bonne santé, on le voit, le gouvernement du Québec ne veut même plus vous donner un médecin si vous êtes en santé. Mais effectivement, peut-être qu'une fois par année, c'est peut-être un peu trop si vous êtes en santé, mais vous le savez, une fois par 2 ans, une fois par 3 ans max. Allez faire un tour, surtout dépasser 40-45 ans. Allez faire un tour, les prises de sang vont vous indiquer s'il y a quelque chose de normal en partant. Puis par après, ils vont pouvoir fouiller. Donc, c'est un cancer qui est très, 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 très sournois. Beaucoup d'hommes vont l'avoir. Malheureusement, il est sournois, il ne fait rien, on ne sent rien. Puis, quand même, souvent, ils font des tests, puis ils ne le voient pas tout de suite, puis il se développe quelques semaines après, puis il prend une certaine vitesse rapidement pour se développer. Et le test d'après, l'examen d'après, oh my God, ils viennent de trouver de quoi qu'ils n'avaient pas vu il y a 1 an, 2 ans, qui s'est développé. Donc, très sournois. Ça nous rappelle que ce cancer-là est omniprésent. Il y a des gens dans ma famille proche qui l'ont eu récemment, mais ça s'est très, très bien passé. Quand c'est bien détecté dans le bon temps, ça se passe bien. Mais si vous voulez l'éviter quand même, éviter le paquet de problèmes qui vont avec. Donc, c'est peut-être chaque fois qu'il y a quelqu'un de public qui pogne le cancer de la prostate, même chose pour le cancer du sein chez les femmes, ça nous rappelle qu'il faut, puis au Québec, je sais que c'est difficile d'avoir un médecin, c'est difficile d'avoir des tests annuels, toutes ces choses-là. C'est pathétique un peu avec tous les impôts qu'on paye, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, rappelons-nous ça. Donc, malgré l'annonce de Richard Martineau, ce que je viens de vous dire n'a pas changé. OK, Richard Martineau, je suis pas quelqu'un qui a énormément de rancune. Je ne suis pas quelqu'un qui a du grunge. Donc, mais j'ai une bonne mémoire et je me rappelle ce qui est arrivé. Je me rappelle ce qui a été dit. C'est des années de commentaires qui font mal à beaucoup de monde, qui blessent beaucoup de monde.
Donc, vous savez quoi? Je donne le droit. Je donne le droit de faire ce qu'il veut. Il y a une chose qu'on doit soutenir, c'est la liberté d'expression, incluant celle des gens qui sont contre nos valeurs, contre nos idées. Mais il faut les assumer. OK? Il faut assumer. Moi, quand j'attaque les gens qui votent pour le Bloc québécois, je l'assume. OK? Je l'assume. Je sais qu'il y en a qui sont fâchés de ça parce que souvent, je dis que c'est une gang de vieux qui votent pour le Bloc et là, les gens plus vieux viennent un peu plus fâchés contre moi. Mais regarde, je l'assume. Je l'assume. Il faut assumer ce qu'on dit. Il faut assumer. Puis, je pense que Richard Martineau est quelqu'un qui assume. C'est quelqu'un qui est revirevant. Il est capable de changer de sujet. Si c'est bon pour lui, il va changer de sujet à 180 degrés, faites-vous-en pas. OK? Mais je ne veux pas y enlever ce droit-là. C'est pas de ça que je veux vous parler. C'est ne soyez pas méchants comme eux l'ont été avec vous. Moi, je vous dirais que dans les 30 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses au niveau public. Et je me suis rendu compte que à un certain moment donné, on dirait qu'il y a toujours un genre de payback. Donc, la vie est ainsi faite. OK? La vie, je ne vous dis pas que la vie est juste, la vie n'est pas juste. Mais il y a des choses qui arrivent des fois, puis ça arrive pour une raison. Puis, il arrive des obstacles, il arrive des défis. Puis, ça met des choses dans le contexte, puis peut-être qu'on ressort de ça différent. Donc, peut-être que Richard vit ça en ce moment. Il va peut-être mettre des choses en perspective, mais je ne pense pas que vous devez aller à la même place que ces gens-là sont allés dans le passé. Ça ne vous donne rien, puis si vous le faites, vous n'êtes pas mieux. Et la vie va aussi se charger de vous. Donc, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas contrôler ce que les gens disent. Je sais qu'il y en a qui sont très fâchés de ce qui s'est passé au cours des 4-5 dernières années, puis je suis 400% avec vous. 400% avec vous, OK? Ça, je suis à la même place que vous. Sauf que, je ne sais pas, c'est peut-être ce que j'ai vécu dans le passé, quelques affaires. Peut-être aussi la manière que je vois la vie, mais je vois pas qu'est-ce qu'on gagne à dire de Richard Martineau que c'est le karma qu'il subit. Je sais pas je sais que c'est pas beaucoup de monde qui dit ça. J'ai vu c'est ce que mon chum Mr. White me disait. Il dit, moi, j'ai envie de barrer tous ceux que j'ai vus qui souhaitaient le karma, qui disaient que c'était le karma à Richard Martineau. Regarde, je comprends très bien ce que Mr. White dit. J'ai vu André Arthur dans Le ciel du paradis de l'enfer, qui fait un message à peu près semblable. Puis vous savez que ce personnage-là peut être très, très coup de poing souvent envers certains, mais il y a quand même un fond d'humanisme là-dedans. Donc, je vous dis ça de même, je finis là-dessus. C'est juste que pensez-y un peu. Je ne sais pas s'il y en a des pirates qui l'ont fait. Je n'ai pas vérifié qui a fait ça. En fait, je n'ai pas vu ces messages-là. C'est Mr. White qui m'a raconté un peu ce qui s'est passé. Puis, je pense que d'un côté comme de l'autre, on mériterait. Puis, c'est pas parce que l'autre l'est qu'il faut l'égaler. Je pense qu'au contraire, plus on est bon, plus on est capable de faire la part des choses, moins on est ce qu'on reproche aux autres d'être, et mieux on améliore notre place. Plus on améliore notre place. C'est certain. Et ça commence par nous. Je pense qu'on est meilleur que ça. Je pense que ça commence par nous. Je sais que c'est pas la majorité. Je sais que c'est quelqu'un. On parle pour quelques-uns. Mais vous savez, dans les médias sociaux, ça va être repris, puis ça va être repris d'une manière que tout le monde va passer là-dedans, même si vous n'étiez pas dans ce groupe-là. Donc, il faut toujours faire attention. Parce qu'ils cherchent par tous les moyens de se donner des raisons pour contrôler les réseaux sociaux. Et c'est le genre de commentaires un peu déplacés et inhumains qui leur donnent raison de le faire. Donc, essayez donc de ne pas nourrir la bête. OK? Essayez donc de ne pas nourrir la bête. Je m'adresse en ce moment aux pirates. Parce que je sais qu'il y a toutes sortes de monde qui écoute la version gratis. Probablement que les pirates Prime, je vous connais. Je vous rencontre, je vous jase. Puis, habituellement, vous êtes des gens qui ont des valeurs qui ressemblent pas mal aux miennes. Donc, j'ose croire que ça ne vient pas de vous. Mais si jamais vous l'avez fait, bon, regarde, enlevez un commentaire, ça se fait. Envoyez un
Une excuse, ça se fait. Parce que vous êtes meilleur que les gens qui vous ont traité comme de la chenoute pendant 3 ans. OK? Donc, c'est un passé-y bien. C'est un passé-y bien. Voilà pour pour le contexte. Parenthèse, je sais très bien que si un jour j'ai le cancer, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont m'écrire karma. OK? Je m'attends à ça. Je m'attends à ça. C'est clair, clair, clair. Mais on dealera avec ça dans un autre temps. Dans l'autre gang, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas très gentils. J'imagine qu'il y en a dans notre gang aussi, mais j'aimerais ça qu'il y en ait presque pas. Presque pas. Parce que je pense que le combat qu'on a, c'est le combat des valeurs. Le combat des valeurs, c'est lui que nous avons actuellement. C'est un combat de valeurs. La société, c'est pas juste un combat gauche-droite. C'est pas juste un combat gauche-droite. C'est pas juste un combat de vision économique, de croire ou de ne pas croire qu'il y a des choses qui arrivent en raison de ce qu'on consomme, ce qu'on mange, ce qu'on roule, les voyages qu'on fait, etc., etc. Je pense qu'à la base, c'est deux mondes. C'est deux visions du monde basées sur des valeurs qui sont complètement différentes. Et avant de penser quoi que ce soit sur tous les sujets en détail, j'ai toujours pensé que les gens de droite, je ne sais pas comment c'était il y a 50 ans, mais je crois sincèrement dans le fond de moi-même que les gens de droite ont de très, très bonnes valeurs. Il y a des gens de gauche qui en ont des bonnes. Malheureusement, depuis une dizaine d'années, beaucoup de gens de gauche nous ont montré un côté très laid de ce groupe-là, qu'on pensait un groupe qui était guidé en premier par le cœur. On l'a vu, c'est pas le cas. Mais ça, c'est eux. OK? Ils auront à dealer avec leur shit. Ils auront à dealer avec leurs patentes. Ils auront à dealer avec leurs problèmes. Mais nous, ce qui va nous faire gagner un jour, ce qui va faire que notre groupe grossit, c'est nos valeurs. Je le dis souvent, j'ai souvent l'impression que je suis quelqu'un de l'ancienne gauche. Moi, je vais m'occuper des gens. Moi, la raison pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on brasse la place, c'est qu'on essaie de changer notre place pour que tout le monde ait un break, puis qu'on s'occupe de ceux qui en ont besoin, puis qu'il n'y ait pas d'injustice, puis que tout le monde soit traité justement, etc., etc. Donc, qu'il n'y ait pas d'avantage pour un groupe, pour un autre, versus une majorité parce que telle raison ou telle raison. On travaille beaucoup là-dessus, mais c'est nos valeurs. Et je pense que nos valeurs sont bonnes. Mais on va gagner avec ça. On va gagner avec... Vous avez le droit d'être en crise. Vous avez le droit de... on a le droit d'être en crise. On a le droit tous les jours de faire des commentaires sur des gens qui nous attaquent. Mais il y a un certain moment donné où il y a une limite qu'on ne doit pas franchir. Parce qu'on est le même. Parce qu'on a des belles valeurs. Parce qu'on a des valeurs humaines. La droite a des valeurs humaines. On a pensé avant que c'était la gauche. Et probablement que beaucoup de gens de gauche sont devenus plus à droite. Donc, on a gardé les meilleurs. Puis, on a pris les gens que toute leur existence est basée sur des valeurs saines. Puis, on a fait une bonne gang. On a fait une très bonne gang. C'est un bon band qu'on a. C'est un très bon band. Donc, embarquez pas. Embarquez pas. C'est facile de tomber dans le... C'est facile de tomber de l'autre bord. Facile de tomber de l'autre bord. Donc... c'est juste une petite affaire de même. Je sais que ça ne fait pas très vendredi, mais c'est à la base de ce que sont les pirates. Je pense que ce sont des gens gentils, des gens fins, puis ce sont des gens qui sont capables de voir à un moment donné où est la limite. Donc, si jamais il y en a parmi nous qui ont eu cette intention-là, malgré tout ce qui a été dit sur vous, bien, montrez que vous êtes meilleur que les autres. Montrez-le. C'est dans ces moments-là qu'on voit qu'ils sont les plus grands. Donc, vous n'êtes pas obligé de souhaiter quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé de licher les pieds. Vous n'êtes pas obligé de changer d'idée. Vous n'êtes pas obligé de pardonner. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Vous avez juste à être... Juste à pas être pas fin. On a encore le droit de l'être. On a encore le droit. Probablement, c'est ce qui manque le plus en ce moment dans notre société. On regarde tout ce qui se passe et on se dit, qu'est-ce qui nous manque par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans? On était juste, je pense, un peu plus fin envers les autres. On était même capable de se saluer quand on croisait des gens sur la rue qu'on ne connaissait pas. On était capable, sans se faire un gros bonjour, on était capable au moins de se faire un sourire. Tout ça est disparu, il faut retrouver ça. Et moi, je pense que les leaders, pour ramener ça, c'est nous autres. Donc, soyez bons, puis des fois, la tentation est forte. Des fois, on a comme le goût de régler des histoires, mais
Ça va juste vous faire mal. Donc, voilà, le message est passé. C'est même pas, je ne voulais pas passer autant de temps là-dessus. Je voulais juste faire un genre de 2 minutes, mais vous savez comment est-ce que c'est. Donc, on va faire les autres sujets dans le prochain bloc parce que j'ai une poubelle à Jeff à venir, ici même sur Radio Pirate. Bon vendredi, bon week-end qu'on a lancé hier avec l'aubergiste. On fait une pause vite et on revient. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. 100%. Jeff Fillion. OK, on a une super poubelle parce qu'il y a beaucoup de sujets. Le Canadien a perdu hier. J'ai l'impression que la saison va être un peu plus longue que ce que les boys ont jasé cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. Même la victoire de 1-0 ne m'a pas convaincu ben. On a un goaler qui a gaulé au-dessus de sa tête. Je ne sais pas, il nous manque un petit quelque chose pour jouer dans cette ligue-là. Je ne sais pas. Peut-être un peu de chien, peut-être un peu de robustesse, peut-être un peu de size. Je ne sais pas, mais je suis plus inquiet que les boys. Plus inquiet que les boys. Et même la victoire de 1-0 contre Toronto ne m'a pas impressionné plus qu'il faut. Ils ont eu énormément d'avantages numériques. Ils ont un goaler qui a gaulé sur sa tête et on a compté un but, puis on s'en est tiré avec ça. Hier, quand même, celui qu'on a bitché, Gallagher, a eu 2 buts hier. C'est probablement les 2 derniers de l'année. Donc, j'espère que vous avez eu du plaisir à écouter la game hier. Petite patente vite, ben oui, je sais. Il y en a qui ont vu ça, là, peut-être. Vous avez vu que Céline Dion, il y a une enquête en France qui nous montre que, finalement, c'était du lip-sync. Ben oui, mais Ginette, elle l'a dit, c'est la championne du lip-sync. Mais la raison pourquoi Jeff, à l'époque, avait dit, ben Céline Dion, c'est sûr, c'était du lip-sync. Pourquoi vous pensez que Céline était live? Céline ne pouvait pas être live. Joël Vert. Céline faisait une toune pour des dizaines et des dizaines de millions de personnes. Céline est très malade. Même si René n'est plus là, Céline est malade, mais pas conne. Elle sait très bien qu'il aurait pu avoir un manque live et elle aurait été la risée à travers le monde s'il y avait eu un problème majeur. Donc, c'était certain que Céline s'en allait pas sur la scène et elle allait faire quelque chose de live alors qu'elle est malade et qu'elle n'est plus capable de chanter comme avant. On se demande même si avant, quand elle n'était pas malade, si elle était souvent live. D'après Ginette Renault, c'est la master de tous les artistes du monde entier pour faire du lip-sync et que ça n'a pas l'air du lip-sync. Donc, déjà avant, c'était le même. Donc, si elle faisait ça de même quand elle était en shape, imaginez-vous ce qu'elle va faire quand elle est malade. Donc, c'est le magazine L'Équipe qui est un peu comme le magazine de sport numéro 1 en Europe. C'est un peu comme le Sports Illustrated qui est arrivé avec cette nouvelle-là. C'est sûr que ça ne sortira pas en Amérique du Nord. Céline est protégée ici. Surtout au Québec, elle est protégée. Petites affaires vite, petit sujet rapide que je veux d'abord vous parler dans cette poubelle-là. Chose bizarre qui est arrivée hier, quand même très, très bizarre de voir que le Parti libéral, bon, il y a énormément de pression pour l'histoire du tramway à Québec. OK? Encore une fois, l'histoire du tramway revient. Semblerait qu'on est en train de régler l'histoire. Semblerait que le gouvernement du Québec a donné à la Caisse de dépôt le mandat de s'entendre avec tout le monde pour essayer d'avoir un projet à Québec. Je comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas si vous autres, vous comprenez quelque chose là-dedans. Là. J'ai vu le message du libéral, là, le genre de chef. Je pense que le gars s'appelle Marc Tanguay. J'ai aucune idée. Regarde. Il est aussi tripant qu'un bol de Rice Krispies. Tabarnache. Ouais, non, pire que ça. All Brand. C'est un bol de All Brand. Le gars est plate. Mais on dit qu'à l'origine, ce gars-là, c'est un gars de Québec. Mais il est à Montréal maintenant et il est le chef, en attendant, pour le Parti libéral du Québec. Bon, j'imagine que le Parti libéral du Québec a l'intention d'avoir des élus à Québec. Il y en a déjà eu des élus à Québec. Il y en a déjà eu plein des élus à Québec. Donc, si vous voulez avoir des élus à Québec, qu'est-ce que vous devez faire pour avoir des élus à Québec? Bien, si vous voulez avoir des élus à Québec, vous écoutez ce que le monde de Québec veut, puis vous dites, on va vous le donner. Si jamais vous nous élisez, on va vous le donner. Qu'est-ce que les gens de Québec veulent? Bien simple.
Oubliez le sondage du Québec. Je parle des gens de Québec, la région de Québec. Même dans certains cas, même pas la rive sud de Québec, juste la rive nord. Parce que le tramway ne va pas sur la rive sud. Donc, est-ce que le tramway, les gens de Québec le veulent? La réponse est clairement non. OK? Ils ont refusé de faire un référendum. Ils essayent de se convaincre que les sondages sont plus ou moins importants, etc. Mais les sondages sont clairs. Les gens de Québec veulent rien savoir d'un crise de tramway. Encore plus à un prix de fou. On parle à peu près... Rappelez-vous, la dernière fois, on avait annulé le projet parce qu'on était rendu à 13 milliards. OK, ça va-tu vraiment changer? Je ne pense pas. Tout au Québec coûte cher. Le gars de GM le dit, le gars qui s'occupe de bâtir les usines pour les batteries de GM, qui en bâtit en Corée du Sud, qui en bâtit au Tennessee, le dit. Il dit on avait un avenir, on avait des projets importants pour le Québec, mais malheureusement, le projet qu'on fait à Bécancour sera le dernier. Et la raison, ce sont les coûts de construction au Québec. Coût de construction au Québec. Pensez à ça, là, une seconde. 2,7 milliards de dollars pour bâtir un petit pont gros comme un rien dans un bassin pas d'eau entre la rive nord de Québec et l'île d'Orléans. Pour très, très peu de monde. L'île d'Orléans, c'est extraordinaire. On était la semaine passée, on était allé manger une petite guédille au mort chez Mag. C'était fantastique. L'île est extraordinaire. C'est de toute beauté. Mais un pont de 2,7 milliards de dollars, c'est une farce, là. C'est carrément une fraude. Excusez-moi, là. Il y a des gens qui se moquent de vous. Vous faites frauder, là. Donc, si vous voulez vous faire élire à Québec, vous êtes PSPP avec le Parti québécois. Vous êtes le Parti libéral. Même, bon, je vais exclure QS. On a affaire à des caves, là. Mais restons avec une gang un petit peu moins cave. La gang du Parti québécois, du Parti libéral, c'est très simple. Vous regardez ce que les gens de Québec veulent. Les gens de Québec veulent quoi? Ils veulent un autre pont. Je pense qu'on en veut 2. Si on parle pour les 50 prochaines années, là, si on est des gens qui regardent l'avenir et qui veulent que ça se passe bien dans l'avenir, puis qu'on sait que tout se promène, les camions, etc., etc., donc l'économie est basée sur le transport, on sait très bien qu'on a un pont qui est en train de crisser le camp dans le fleuve. On a un côté qui n'est pas tellement plus à santé. Puis on a besoin d'un autre bord pour faire un genre de périphérique, un genre de faux périphérique, là, un périphérique à la québécoise, une cochonnerie tout croche, là. Mais au moins pour se donner une chance de ne pas partir de Lévis pour s'en aller au centre-ville de Québec et faire le grand U, ce qui n'est pas très green. Donc, c'est un projet green d'aller... Donc, les gens de Québec veulent ça. Ah oui, mais là, le pont, il empêcherait les bateaux de croisière. Ils le font plus haut, le pont. Il y a des ponts partout. Le pont de Jacksonville n'empêche pas un des plus gros ports de marchandises avec des bateaux de croisière, etc. Le pont qu'il y a sur le dessus de la genre de baie qu'il y a à Jacksonville, en Floride, le pont qui, je pense que l'autoroute, c'est la 295, qui est la ceinture autour de la ville. Le pont n'empêche rien. Mais oui, on monte parce qu'il faut justement qu'il y ait de l'espace en dessous pour que les gros bateaux passent, mais c'est très faisable. Allez voir combien a coûté le pont de Jacksonville sur la 295. Puis, essayez de faire le même, c'est tout. Je veux dire, ça peut pas... De souvenir, ça n'a pas coûté 400 millions. Là. Donc, les gens veulent un pont. OK? Les gens ne veulent pas de tramway. C'est ça, vous devez... J'ai juste à retenir. Là, hier, il y a une conférence et le gars du Parti libéral dit ceci. Avec la CAQ de François Legault, on ne perd pas seulement de l'argent, on perd du temps. On le voit, sondage ce matin dans le journal. Les Québécois ne croient plus François Legault. Les Québécois ne croient pas François Legault, entre autres en ce qui a trait à Nordvolt, en ce qui a trait au troisième lien. Que vaut la parole de François Legault? Il y a un projet qui est juste à 51 % quant au niveau de confiance des Québécoises et Québécois qui vont le faire, c'est le tramway de Québec. Au Parti libéral du Québec, nous demandons de façon pressante que François Legault donne suite au rapport de CDPQ Infra qui a été déposé il y a maintenant 4 mois, le 11 juin dernier. Et il doit réaliser le projet du tramway. Wow. Se fier à un sondage pan-québécois. Excusez-moi, là, en tout respect, si vous êtes de Gatineau, il n'y a rien de mieux que les gens de Gatineau pour savoir qu'est-ce qui est bon pour les gens de Gatineau. Nous autres, on est devenu un podcast pan-québécois, puis si jamais les gens de Gatineau ont besoin de Radio Pirate pour quelque chose, on va leur donner un coup de main. Il n'y a rien de mieux que les gens de... Il n'y a pas personne de Montréal qui peut vous empêcher d'avoir vos affaires à vous autres, vos bébelles à vous autres à Gatineau. Il n'y a pas personne de Québec qui doit vous arrêter. Il n'y a pas personne de Saguenay qui doit vous arrêter. Vous savez qu'est-ce que vous avez besoin pour votre région. C'est la même chose pour les Montréalais en passant. Les Montréalais savent ce que
Vous n'avez pas demandé. Anyway, les Montréalais ne me demandent pas les Montréalais se foutent de ce que les gens de Québec et les gens de Gatineau, ils vont le faire anyway. OK? Donc, ça c'est déjà fait. Puis je parle pas des gens, je parle des décideurs de Montréal. À Québec, c'est différent. Au Saguenay, ça a été différent. Avec GNL Québec, ça a été très différent. C'est la gang de Montréal qui a décidé qu'il n'allait pas avoir de projet. Les gens de Saguenay le voulaient et les gens de Montréal ne le voulaient pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a pas eu de projet. Ça nous a pété d'en face un peu parce que les Européens sont venus ici nous béguer de leur envoyer du gaz naturel alors que le tuyau s'est fait exploser entre la Russie et l'Allemagne. Ils sont venus ici, puis on leur a dit n'importe quoi, puis on s'est moqué d'eux, finalement. Alors qu'on pourrait être aujourd'hui extrêmement riche de vendre du gaz naturel liquéfié encore pour l'automne qu'il y a là du côté de l'Europe. On serait très, très, très riche. Mais les imbéciles ont dit non. Alors que les gens de Saguenay voulaient. Les imbéciles du plateau Mont-Royal, du Journal de la Presse, de Radio-Canada et les caves du Parti libéral, les caves du PQ, rappelez-vous, c'était le tuyau, c'était le pipeline avec du quick aux fraises. Et même chose pour la CAQ qui finalement ne s'est pas tenue debout pour les gens de Saguenay. Mais ça avait tellement l'air d'une gang de caves avec ce qui se passe au niveau énergétique dans le monde depuis ce temps-là, c'est incroyable. La vie règle des affaires pareilles, hein? Donc, la gang de Montréal gère ça. Donc, regardez qui veut le projet. Qui veut le projet de tramway? Qui veut le projet de tramway? Ça, c'est quand même spécial. Je vois que dans le sondage, il semblerait que les Québécois, à la hauteur de 51%, veulent avoir le projet de tramway pour la ville de Québec. Pourquoi faire un sondage pour demander à quelqu'un de Sherbrooke s'il veut que la ville de Québec ait un tramway? Ça part de où, ça? Moi, je ne veux pas répondre à un sondage qui me demande si les gens de Sherbrooke veulent avoir une autoroute qui passe en plein milieu de la ville. C'est pas de mes crises d'affaires. Si je restais à Sherbrooke, oui, mais je ne reste pas à Sherbrooke. Je peux suivre de loin, je peux regarder, mais je n'ai rien à dire, c'est pas ma place. Les gens de là-bas décideront, oui ou non. Mais là, on fait des sondages pan-québécois sur des projets régionaux. C'est quand même weird, là. Pour arriver à des fins, on comprend. Là. On comprend qu'on veut utiliser, et comme les libéraux le font d'ailleurs dans cette conférence de presse-là. Mais c'est capoté pareil. Capoté pareil. Un projet de près de 13 milliards que les gens de Québec ne veulent pas. Les gens de Québec ne veulent pas. Mettez l'argent ailleurs. Si vous voulez vraiment dépenser 13 milliards, on a plein d'affaires. Là. On a un pont qu'on a besoin, on a des autoroutes à élargir, on a bien des affaires à faire, là, mais on n'a pas besoin de tramway. On a zéro besoin de ce projet-là. Les gens de Québec n'ont pas embrassé ce projet-là. 0, 0, 0. C'est un projet qui est, si vous êtes d'ailleurs au Québec, c'est un projet ici qui est ridiculisé par la population. Mais les gens s'en calissent. Le monde qui décide et les médias se calissent de ce que le monde dise. C'est incroyable, pareil, quand on y pense. Ça leur dérange zéro. Donc, pourquoi le projet de tramway va se faire? Parce que les gens qui sont pour sont tous de Montréal. Les gens de Montréal décident des projets d'ailleurs. Ils ont annulé le projet de GNL Québec à Saguenay et ils vont réaliser le projet de tramway à Québec. Parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, qui est pour? Qui est pour? Les journalistes de Montréal. Les organismes green de Montréal. Les médias de Montréal. Les partis politiques du Québec qui sont tous établis à Montréal. Gabriel Nadeau-Dubois de Montréal. Marc Tanguay de Montréal. PSPP qui a passé la majorité de sa vie à Montréal et qui est toujours là. Tous des gens de Montréal qui vont être pour le tramway de Québec. Et qui est contre? Les gens de Québec. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres. Ça compte pas. Ça fait rien. C'est pas ça l'important. C'est l'autre gang qui va gagner. C'est l'autre gang qui va gagner pareil. Il y en aura un fucking tramway. Il n'y en aura pas de troisième lien. Parce que la gang, je la pogne pas, là. C'est les gens de Montréal qui veulent le tramway de Québec.
Et les gens de Québec ne veulent pas du tramway de Québec. Mais il va se faire pareil. Parce que c'est de même que ça marche. Après ça, ces gens-là se demandent comment ça se fait que le monde est au bout de leur chaîne sur les réseaux sociaux? Comment ça se fait que le monde est si méchant? Pourquoi les gens nous brassent tant sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous riez du monde, je vais le faire. Vous riez du monde et vous méritez tous les commentaires que vous recevez. Je vais vous donner un autre exemple de ça. Hier, GND nous écrit que l'austérité est de retour au Québec parce qu'il y aurait, dans certaines écoles ou certaines commissions scolaires, il y aurait des messages qui circulent à l'intérieur de faire attention aux dépenses. Et là, GMD, politicien, je ne connais pas dans la vie, probablement un bon gars, mais comme politicien, c'est un politicien qui est minable, OK? Parce qu'il sait que le mot austérité a été utilisé de manière frauduleuse, surtout par les médias, pour faire passer le Parti libéral de l'époque comme étant un parti qui coupait de l'argent partout, puis qui, alors que les budgets explosaient. C'est en l'explosion de l'augmentation des dépenses qu'on faisait attention. Ce que tout gouvernement, toute ville, toute entreprise et tout individu doit faire. Mais pour la gauche, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Un budget, ça devrait pas... En fait, un budget, à leurs yeux, c'est fait pour être défoncé et c'est fait pour qu'il y ait un déficit. C'est le même qui voit la vie. Les amis, on va probablement nous annoncer un 14 milliards. C'est ce qu'on entend entre les branches. On va probablement nous annoncer un 14 milliards de déficit dans les prochaines semaines. OK? Pour l'année en cours, 14 milliards. Quand les libéraux de l'austérité ont été flochés par le Québec pour mettre la CAQ, les libéraux de Couillard, dommage, le gars a rencontré Al Gore, il était rendu complètement cinglé sur l'histoire verte, mais son gouvernement, avec M. Littrell, il a laissé sur la table 7 milliards de profits dans l'année 2018. Et la CAQ a réussi, eux qui nous avaient promis une meilleure gestion, la CAQ a réussi à tourner ça en déficit de 14 milliards de dollars. C'est ce qu'on entend comme rumeur. 11 annoncés sûrs. Les rumeurs qu'on entend, ce sont aux alentours de 14. Mais j'ai un petit message aussi pour GND qui utilise le terme austérité pour essayer de s'amuser avec ça et faire peur aux Québécois parce qu'il sait que les Québécois, surtout une gang qui sont branchés devant TV à longueur de journée, sont un peu tartes et ils sont faciles à convaincre. Je lui donne raison là-dessus. Mais il faut se rappeler une chose. Puis il faut que GND se mette à travailler. Là. S'il veut être un politicien qu'on prend au sérieux, qu'il soit à gauche, qu'il soit socialiste, qu'il soit communiste, I don't care. Mais au moins, il peut même y avoir des politiciens communistes sérieux. Lui, il s'en est pas un à date. Il est jeune, il a le temps d'apprendre, mais qui retourne travailler, qui aille dans ses livres, qui aille checker un peu. Quel était le budget du Québec en 2018? 109 milliards de dollars. Quel est le budget du Québec 6 ans plus tard? 158 milliards. Quelles sont en moyenne les augmentations en éducation, en dépenses en éducation? Pour l'éducation des écoles primaires secondaires, entre 7 et 9 % par année. Ça exclut les investissements qu'on fait en réparation ou en nouvelles écoles. Oui, on aimerait savoir des écoles plus neuves. Oui, on aimerait ça. Écoutez, on est ce qu'on est, là, OK? On est ce qu'on est, on n'est pas bon. Mais il y a même, en plus des budgets d'opération avec une augmentation annuelle de 7 à 9 %, il y a plus loin des enveloppes budgétaires pour remettre les écoles en état. Je sais que ce n'est pas fait, c'est normal. Ce qui devrait coûter 1 million à faire coûte 5 millions. Donc, on en fait 5 fois moins. Hein? C'est une histoire qui est liée au coût de construction, mais ça, c'est une autre game. Restons juste sur ces chiffres-là. Là. 109 milliards 2018, quand les libéraux sont partis. On est rendu à 159 milliards.
C'est incroyable. Pensez à ça une seconde. Mais comment on a pu se rendre à 159 milliards? Et on en dépense 14 qu'on n'a pas sur le 159. Et il ne faudrait pas demander aux gens de faire attention aux dépenses dans tous les départements, incluant l'éducation, pour rentrer dans le budget? Mais qui on a mis comme gestionnaire? Qu'est-ce qu'on a comme politiciens? Ça dit quoi sur nous, ces gens-là qui sont carrément des gens qui ne veulent pas prendre aucune responsabilité? Come on, man! Montre un peu de sérieux. Montre un peu. Va pas là. Va pas essayer d'allumer ce qu'il y a de plus mauvais, surtout dans les plus vieux Québécois qui sont branchés sur la TV, cette petite peur, puis tout ce que tu veux de jouer. Parce qu'on a réussi à faire croire au monde que pendant les années de Couillard, que de respecter les budgets et les augmentations de budget qui sont écrits dans un budget, que c'est important de les suivre et de non pas dépenser comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est pas de l'austérité. On appelle ça une gestion saine. On appelle ça des gestionnaires disciplinés. Et c'est ce qu'on veut. Je sais que c'est pas sexy de parler de ça. Je sais que c'est beaucoup plus spectaculaire. Oh, la gang sont en train de se faire de faire de l'argent sur le dos des jeunes. C'est pour ça que l'éducation va si mal. Mais si l'éducation allait si mal, où étaient ces gens-là quand les professeurs ont eu des augmentations complètement démesurées de 30 % de salaire? Où étiez-vous? Peut-être que c'est cet argent-là qu'on a besoin pour améliorer les services aux étudiants qui ont de la misère. C'est peut-être cet argent-là qu'on a besoin pour utiliser pour rénover les écoles ou en construire des nouvelles. Peut-être qu'on a carrément charrié à donner 30 % d'augmentation de salaire à des profs qui ont déjà des très, très, très bons salaires. Il y a des gens qui vont finir à 125 130 000. Je ne veux pas savoir si les profs sont bons ou pas bons. Je vous dis juste que c'est des salaires qui sont complètement démesurés si on compare avec les profs des années 80 qui avaient 30, 31, 32 étudiants dans leur classe et qui devaient gagner à peu près 37 38 000 piastres. En argent du temps, c'est à peu près 65 000, 70 000. Et là, maintenant, on a des profs qui vont finir avec 20 étudiants dans la classe puis qui sont toujours en burn-out, qui vont finir avec des 120 000 puis qui ne sont pas très bons passant. Tant mieux, il y en a dans la gang qui sont bons puis qui le méritent peut-être. Mais j'espère que vous ne plaignez pas de votre salaire parce que c'est un salaire de quelqu'un qui a été à l'école puis qui a fait des études vraiment spectaculaires. Là. Alors qu'on sait que pour rentrer prof, la cote R, c'est la plus basse. Donc, désolé, mais il n'y a pas énormément de mérite derrière ça. Mais on a décidé que c'était ça, mais c'est quand même 30 % de plus. Il est là le bug. Donc, on a à vivre avec ça. Ben, il n'y a pas d'austérité. Il n'y a pas rien de ça. Il y a zéro austérité. Il ne faut pas commencer à jouer ce game-là, mais c'est la petite politique pas propre que jouent les politiciens du Québec. Même chose pour le Parti libéral avec le tramway. Même chose avec le gars de QS qui essaie de ressortir, de mettre à la mode le mot austérité. C'est tout simplement dégueulasse. Voilà pour la poubelle. Mon nom est Jeff Fillion. Il y a bien sûr Jerry qui suit. Et Jerry c'est une boîte à pizza le vendredi. C'est ça qu'on a, la boîte à pizza. Et Nicolas Gagnon également est avec nous autres un peu plus tard, ici même sur Radio Pirate. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Jeff Fillion. Il y a une petite boîte à pizza. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. J'ai boudé ma blonde un peu. Hein? Elle m'a fait le menu de la fin de semaine et il n'y avait pas de pizza maison. Et j'avais le goût d'avoir une pizza maison. Mais toi, tu as le menu là? Ben moi, j'ai toujours le le menu sort vendredi. Ouais, comment ça marche? Le menu, en fait, le menu sort le jeudi soir. Okay, le jeudi, elle me dit, je suis allé faire des commissions, j'ai prévu ci, parce qu'on n'aime pas aller dans les épiceries trop souvent. Donc, tu sais, les histoires d'y aller 3 ou 4 fois par semaine, c'est étonnant. Puis, on prévoit les lunchs. Puis, en fait, il y a congé en fin de semaine. Donc, c'est congé de l'Action de grâce. Exactement. Lundi, c'est congé. Donc, lundi, c'est de la dinde. C'est de la dinde de panier extra. Oui. Yes. Mais là, c'est-tu des... mettons que moi, je suis seul, y a-tu des dindes? C'est entre 5 et 7 livres. Ah, à peu près. Non, c'est correct. Tu sais, tu peux faire beaucoup de lunch après. C'est ça. Puis les gens qui disent que la dinde, c'est sec. Votre méthode est mauvaise. OK, est-ce que tu as un four?
Faudrait que tu parles de ça avec... OK, Ouais, c'est ça. non, mais quand t'en manges, y a-tu une farce? Y a-tu un... Ça dépend des fois. Ah, ok. Ça dépend des fois, mais souvent, il y en a. Oui, souvent, ma blonde fait une farce. Elle fait Parce que c'est sûr qu'une farce, fourre la dinde. ça amène un petit peu de ben moelleux. oui, Ça c'est amène du sûr. moelleux. Exact. C'est Puis pour quand ça tu as qu'il faut trop la de dinde, tu peux faire des pots aussi. Des- Je sais que c'est du Des quoi? du Ah, canage. des pots, ouais. Ouais, mais moi, j'ai jamais su comment faire ça. Non, là, je te le montre. C'est pratique pour toi. Ben oui. En tout cas, une chose est sûre que la dinde, tu peux faire après ça. Tu peux faire... tu peux te faire un genre de... Genre de hot chicken. hot chicken. Voilà, mais tu là... peux te faire un club sandwich. Puis tu peux te faire une Oui. salade César avec de la vraie dinde. Ben oui. Tu peux te faire un autre hot chicken. Tu peux te faire un deuxième Pour hot les- chicken. pour ceux qui aiment Ben les hot oui. chicken. Ben oui, avec des petits pois. Toi, tu sais que j'aime Le ça aujourd'hui. sieur. Toi, Parce que c'est le meilleur. tu te rappelles que j'aime ça aujourd'hui, mais avant, quand j'étais petit, j'étais incapable. Hot chicken? Ouais, mais aujourd'hui, je mange ça puis j'aime ça. Parce que. Qu'est-ce que tu sais, t'aimes le mieux, hot chicken ou Hot hamburger? hot hamburger? Écoute, Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé Ouais. un hot hamburger. quand j'étais petit, est-ce que j'en mangeais des hot hamburgers? Oui. Ah, j'aimais ça. Oui, mais ça fait partie de ce qu'on mangeait dans le temps. Ouais. Est-ce que ton hot chicken, tu fais pain toasté? Ben, toasté, mais pas comme une toast. tu sais. OK, un Je le peu fais moins durcir toasté. un peu. Oui. Faut pas que ce soit trop mou, là. Ça, c'est bizarre. Un peu comme sur une plaque hot dog. Tu sais, Ouais, que ça soit comme... tu comprends? Ouais. Oui. Donc, ça fait un job. Et dans le menu, donc, à part la dinde, il y avait, disons, faire des patates aux crevettes. On fait un genre de street noodles aux crevettes. Version copiée sur, tu sais, les copycats de comment ça s'appelle, voyons, P.F. Chang. P.F. Chang, ouais. Donc, on fait ça. Ça, j'adore ça. Là, on me dit plein d'affaires. Puis là, je dis, T'as pas de pizza. j'ai pas de pizza maison. Oh. Il me semble que dans un week-end de même, c'est Oui. bon pour une pizza maison. Hmm. Toi, Jerry, c'est-tu à tous les vendredis une pizza maison? Pizza, c'est toujours le vendredi. Donc, c'est la Ben, boîte. c'est le mardi. C'est le... Non, Ben oui, non, mais- ben oui. Mais une chose est sûre, le vendredi, c'est la boîte à c'est pizza. la boîte à pizza. Voilà, oui. voilà. Voilà, Tout ça pour exactement. dire ça. Toujours aussi bizarre. Toujours, c'est bizarre. On l'a parlé avec Carlos Ramirez jeudi. Hier, yes. Toujours le fun de parler avec Carlos. J'étais content quand Carlos me dit ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu sais, parce que des fois, moi, je connais rien, là. Tu sais, j'étais un jack of all trades. J'écoute des gars de climat, de météo. J'aime ça, c'est une de mes passions. Mais tu sais, des fois, tu te dis, ouais, peut-être qu'un autre peut te challenger tout. Donc, puis c'est intéressant d'entendre ces gars-là. Mais c'est tellement complexe que tu as besoin, tu sais, avant de te lancer, il faut toujours que tu t'assures. Ouais, je suis. Puis là, je n'étais pas sûr. Tu sais, j'avais entendu, mais je me dis, d'un coup, que je m'aventure un peu trop loin, finalement, quand Carlos a dit, t'es right on target. Ouf! Il est bon, Carlos. Mais Donc, là, suivez-le il est très, sur très bon, X vraiment. en passant. Tu sais, t'écoutes Gilles Briand, après ça, t'écoutes Carlos. Gilles sans Briand, pause. c'est ça. C'est pas le... Un Gilles Briand, d'après moi, c'est pas un Toi, tu météorologue. l'appelles toujours Briand. C'est pas Briand? Ben, je pense que c'est Briand. Brillant. J'ai pas J'ai Briand. OK, là, Brillant. t'es correct. Brillant. Briand. Ouais. Oui. Mais Carlos a parlé du National Oceanic Atmospheric Administration, le NOAA. Oui. Tu sais, quand tu veux voir les... Moi, je les suis toujours sur X, eux autres, depuis longtemps. Ben oui, exactement. Puis, tu sais, ils ont des cartes, puis, tu sais, c'est nice, les affaires, là. Mais, tu sais, eux autres, ils ont une mission, eux autres. C'est quoi la mission? C'est des scientifiques, donc des gars de météo. Eux autres, ils surveillent justement les mouvements, hein, puis ils vont monitorer, ils vont donner des... Ils vont sortir des statistiques. On y pense pas, là, mais il y a tous les bateaux, tu sais, les bateaux, l'aviation, les bateaux, les transports, ben, ils ont besoin d'informations météo. Donc, eux autres, ils en font partie. Puis je te parle de ça parce que... Il y a eux autres et le National Hurricane Center. OK. Pour ce genre de patente-là, le National Hurricane Center qui est basé à Miami, qui est en collaboration avec eux autres. C'est la même organisation, OK. mais beaucoup d'infos aussi avec eux autres. Énormément. Je l'ai pris en note. Parce que j'aime ça pour voir ces affaires-là. Tu sais, Ben des oui. fois, tu as comme les formations. Hop, après ça... Mais la dernière affaire qu'il faut faire, Jerry, là, OK? La dernière affaire qu'il faut faire, c'est faire les poules pas de tête comme ce que vous voyez dans les médias du Québec, OK? Les présentateurs de nouvelles, les journalistes, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas ce goût-là de faire ce que tu viens de dire là, de ce que moi je fais. Je vous dis pas que je fais ça dans toutes les affaires. J'ai des affaires qui me passionnent plus on que d'autres. s'enseigne, Calif, on Mais s'enseigne. on est un peu... Un peu, mais t'sais, on fouine un peu.
Tu es un peu obligé de fouiller. Tu t'appelles Véronique Cloutier, OK? Tu vas dire ça dans ton show. Je sais que son show de radio ne marche pas tellement, mais quand même, il y a des gens qui l'admirent. Parce qu'elle allait T'as une expliquer... responsabilité. Oui. Criff. Elle allait expliquer là, qu'est-ce qui se passait, justement, en Floride. Puis là, elle racontait un peu ce qui se passait, puis elle disait qu'est-ce qui s'en vient. Non, mais ce qu'elle disait, c'était correct. Elle racontait ça où, juste? À Rouge FM. À Rouge FM. OK, À son show. Elle a comme une gang. Elle a encore son show. Elle a une gang, là. Mais tu sais, elle racontait. Puis là, moi, j'écoutais ça, parce que j'ai dit... Parce que la face, c'est que j'écoute pas Véronique Cloutier. Mais par hasard, il y avait, je vais le dire en québécois, il y avait un poste de radio d'ouvert. Où t'étais? Dans un commerce? Dans un commerce. OK. Donc, il y avait un poste de radio d'ouvert. Mais là, Véro a jasé. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone, puis j'ai enregistré. Ah, tu l'as tapé? Ben oui, je l'ai tapé. Ben arrête. Ben oui, je l'ai tapé. La face, c'est que j'étais sûr. Je l'ai tapé pour une chose. J'étais sûr qu'elle allait dire qu'elle allait me sortir une patente. Ouais. C'est pour ça que je l'ai tapé. Mais là, elle racontait une histoire. Tu sais, qu'est-ce qui s'en venait, puis tout ça. Puis j'ai dit, OK, c'est correct. Et après, ça a pris 15 secondes. Boum. Les changements climatiques. Les eaux chaudes, trop chaudes, etc., etc. Donc, la cause de tout ça, c'est les changements climatiques. Là, je me dis, Colin, c'était bien parti ton affaire. Tu t'expliquais quelque chose, puis c'était intéressant. Puis Mais après ça, tu vires ça de même. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Parce que ça te met dans la gang. Mais on peut-tu, Jeff, juste dans cette même lignée-là, là, tu sais, l'affaire avec Étienne Leblanc cette semaine puis Céline Galipo, là. Oui. Je veux juste vous faire entendre le 12 secondes du début. OK. Tu sais, puis ça dit tout. Tu sais, c'est exactement ce que tu dis là. Elle, là, elle fait pas... Déjà, sa question, ça l'enligne la patente. OK. Tu n'as même pas besoin d'avoir la réponse du bonhomme. OK. Qui est le spécialiste de Radio-Canada de ça, mais qui n'a aucune qualification. C'est ça qui est pété. Tu sais, je pense pas que personne ici se qualifie de spécialiste. Ben non. C'est pour ça que... Non. Il faut être curieux. Faut être curieux. Voilà. Mais ça c'est des perroquets, là. C'est des perroquets. C'est du monde qui répète quelque chose. C'est juste des perroquets. Et je me tourne maintenant vers notre journaliste spécialisé en climat et en environnement, Étienne Leblanc. Bonsoir. Bonsoir, Céline. Alors, 2 ouragans aussi intenses, est-ce que ça ne doit pas nous réveiller un peu sur les changements climatiques? Parce que tout ça est lié, n'est-ce pas? Non, voilà, tout ça est lié, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu Non. vois, à part là. Non, c'est pas lié, n'est-ce pas? C'est zéro lié. Ah oui. C'est zéro lié. Comme le dit notre ami Carlos, même le GIEC le dit dans son rapport de 2018. Il n'y a pas de lien entre les ouragans et les changements climatiques. Il y a des changements climatiques. OK? Oui, c'est ça. On émet plus de gaz qu'on devrait en émettre. On est des milliards de personnes. On fait des activités. On brasse la terre. On élève des animaux. On fait des routes. On fait rouler des bateaux sur l'eau, etc., etc. Oui, on est là. On provoque quelque chose. Mais demain matin, il n'y a personne qui est capable de cette gang-là de me dire au nom du climat, on élimine tous les humains sur Terre. Et il n'y aura plus jamais 2 ouragans qui vont se présenter au-dessus de la Floride en 1 semaine et demie. Ça n'arrivera plus. Une qui arrive du Mexique. Si vous êtes prêt à mettre votre maison au bat pour ça, vous êtes un grand malade. OK? Ce sont des événements de météo. Des événements de météo. Ouais, mais les tornades. Les tornades. Si derrière le système, au lieu d'avoir de l'air sec, de l'air plus frais, il y a une dépression qui arrive du Texas puis qui se promène au-dessus du Texas puis de l'Alabama puis ces coins-là, puis l'air plus sec en question n'est jamais en haut. Il n'y a aucune tornade dans le système. Il n'y a aucune tornade. Donc, c'est un paquet de malchance quand il arrive ces affaires-là. C'est un paquet de malchance. Je veux dire,
C'est des phénomènes avec... tu te dis, comment ça se fait? Et c'est pour cette raison-là que c'est rarement pareil. Lisez un peu, il y a du stock, il y a des spécialistes à aller voir, on a accès à des gens comme ça se peut pas. Ouais, mais il y en a plein de météorologues. Oh oui, parfait. Oh oui, les autres, ils peuvent vous dire, mais ils ne pourront jamais vous dire que... Moi, j'en ai écouté une tonne, là. Il n'y en a pas un qui est allé là. Dans ceux qui veulent être crédibles, il n'y en a pas un qui est allé là. Les seuls qui vont là, c'est les gens qui n'ont rien à perdre. Les présentateurs de nouvelles, les journalistes qui se pensent pour des spécialistes. Ces gens-là, eux autres, ça ne leur dérange pas. Le but premier, c'est pas de vous informer. Non, c'est ça. Le but premier, c'est de vous influencer. Oui, c'est ça. Le but premier, c'est de vous convaincre parce qu'ils ont un agenda à l'arrière de leur tête. Ils veulent te pousser dans une idéologie. Il veut que tu fasses du vélo. Il veut t'enlever ton char. Il veut que tu manges des pois chiches. Il veut que tu arrêtes de voyager. Puis il veut que tu arrêtes d'acheter du stock chez Dollarama. C'est tout ça qu'il veut. OK? Le seul but, c'est lui, là. Le seul but, c'est ça, là. Puis Véronique Cloutier, elle, c'est la première à pas donner un... Elle n'a pas compris avec le pacte, elle. Non. Ils n'ont pas compris rien, ces deux-là. Le pacte. Voyons, réveillez-vous, vous autres, là. Vous consommez comme 25 familles. Oui, c'est ça. Oh. OK? S'il y en a qui devraient se fermer à boîte ces changements climatiques, c'est les gens qui se promènent avec des crises de gros trocs puis des grosses parents. En passant, je donnais un gros troc, mais j'ai qu'un personne. OK? Donc, si vous vivez une vie de pacha, puis vous vivez dans une maison de 3500 pieds carrés, gardez-vous une gêne. puis vous avez un autre chalet à telle place, puis des Yukon, puis des patentes puis des de voyages, même, puis des on ci, s'en des va. ça. Puis, tu fais le tour du monde à chaque année. Hey, je m'en vais voir une game de football. Son chum, m'en va une game de football, on va les pétouillantes. Les Pats. Écoute la TV, hostie. Si vraiment tu as peur de tout ça, les changements climatiques, à partir de maintenant, rush chez vous, vends ta maison, fais-toi bâtir une maison de 550 pieds carrés, recycle tout ce que tu as recyclé, saute des douches, vis une vie de misère. Mais si tu ne fais pas une vie de misère, si tu fais une vie de pacha comme personne font, ou à peu près, comme 5% des gens font, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Sinon, vivez une vie de pauvre. Vivez ce que vous devez vivre pour dire, ben regarde, moi, je suis bien placé pour en parler parce que moi, je ne fais pas partie de ceux qui influencent le climat. J'ai une vie misérable, mais j'ai une vie où je consomme très peu, je dépense très peu, je suis autonome dans un paquet d'affaires. Et moi, je peux vous le dire. Chris, c'est les richissimes de ce gang-là qui nous en parlent. Vous n'avez pas compris avec le... Vous n'avez pas compris, là, avec le pacte. Le pacte. Vous n'avez pas compris comment ça a duré un an, le pacte. Ben oui, mais là, à un moment donné, ça finit parce que... Ils ont le droit de s'en rappeler, là. Oui, on doit s'en rappeler. On doit s'en rappeler. Exactement. Donc, je te parle du NOAA pour une chose. Parce que Carlos en a parlé, mais je fais un lien avec ça parce que il y a une histoire. Il y a une histoire spéciale. Il y a un gars qui a travaillé pour l'Institut, enfin pour eux autres, le NOAA. Là. Le gars il a fait toute sa carrière pour cette organisation-là. Lui, il prenait, tu sais, quand ils partent en avion, là, puis ils vont prendre des données, puis il faut qu'ils passent à travers l'ouragan, là, l'avion. Là. C'est capoté, là. Ils vont prendre des données, puis là, ça brasse. Là, ça brasse en crif. Ça brasse en tabarouette. Il y a juste dans l'œil où ça brasse pas. Ouais, c'est ça. Dans l'œil, il arrive, c'est... Oh! Ah, non, il y a comme il y a un lousse. Il y a un lousse. Le gars que je te parle, dans sa carrière, il a fait 386 vols à travers les tempêtes. Donc ça, c'est des vrais de vrais, ça. Oui, ça, c'est un vieux de la vieille. Ça, c'est pas des Céline Galipo, ça. Non, lui, il est allé pour vrai. Ça, c'est pas des Étienne Leblanc, journaliste, spécialiste en climat et en environnement. Le gars, ils partent en avion, ils vont prendre des données, puis tout ça. Puis à chaque fois qu'il y a une tempête, il part. Le gars, il a fait sa vie là. C'est un scientifique. Le gars tombe malade, il a de la misère avec sa vue, puis tout ça. À un moment donné, il perd la vue, mais il aimait tellement sa job qu'il s'est trouvé une genre de job de bureau, parce que là, il ne pouvait plus prendre l'avion, puis ça. Puis il a travaillé pendant un grand bout de temps aveugle dans les bureaux, parce que c'est un gars qui avait beaucoup de connaissances. Par la suite, le gars vieillit, puis il décède. Mais je vous parle de ce gars-là pour une chose. C'est que
l'ouragan qui vient de passer, Oui. ils ont jeté ses cendres dans l'ouragan. Oh! Le gars, c'est ce qu'il voulait. Puis ce qu'ils ont fait, c'est que lui, il est décédé. Ils ont pris ses cendres. Ils l'ont mis dans un drapeau de la Floride. Je peux aller voir le drapeau de la Floride de quoi qu'il a l'air. Je connais très bien. Oui, c'est quoi? C'est de quoi qu'il a l'air, le drapeau de la Floride? Ben, il y a beaucoup de choses. C'est pas un drapeau avec 3 couleurs, les patentes. OK, oui, OK. Il y a plusieurs dessins dessus. Exact. Y a-t-il un genre de palmier, chose comme ça? Oui, non? exact. OK, bon, Oui. c'est ça. Oh, oui, ça me dit quelque chose. Oui. Donc, ils ont mis ses cendres dans un drapeau de la Floride. Et quand ils sont passés à une place précise, ils ont laissé ces cendres-là dans le vent. D'après moi, c'est ça qu'Anderson Cooper a eu d'en face. Oui. Anderson Cooper. Sont-tu niaiseux de s'en aller dans la tempête parce que tu fais des affaires? Ils sont tellement niaiseux. Je suis sûr qu'il y en a un qui était en bas, puis il y avait un petit carton, puis il l'a envoyé d'en face. Oui. C'est ça. Hey, l'histoire de... Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Pas vrai, c'est vrai, vrai, pas vrai. Les écouteurs, là. Kamala Harris, là. Demande-moi pas à moi, là. Pourquoi? Moi, je suis sûr que c'est vrai. Non, toi, t'es- OK. Non, moi, je suis convaincu que c'est vrai. Mais saviez-vous que les écouteurs, c'est des Nova H1? C'est quoi ça, les Nova Ouais. H1? Ben, c'est des écouteurs qu'elle avait. Ouais, OK. Parce que il y a un Kickstarter. Allez voir ça. Oui, c'est Nova H1, tout simplement. Il y a un Kickstarter en 2021. Mon Dieu, c'est Kamala qui apparaît quand je fais ça. Ben oui. en 2021, il y a un Kickstarter et c'est justement un bijou, on va le dire. C'est des boucles d'oreilles avec une... Tu sais, il y a deux sortes de boucles d'oreilles. Il y a celles qui vont te pincer le lobe d'oreille pour te tenir. Puis tu as celle aussi qui a une pine qui tu passes à travers l'oreille. Moi, j'ai vu le pinçage. Tu as eu des Ouais. boucles d'oreilles? Non, mais celle que j'ai vue de Kamala Harris. Voilà. Kamala Harris, elle a les Nova H1 qui pincent l'oreille. Ils sont en vente. Tu peux en acheter. Ils sont en vente. Et tu es en train de me dire que toi aussi, tu penses qu'elle avait ça lors Ben du voyons débat? donc, Jeff. Ben oui. Ben oui. Ben oui, c'est clair. Ben oui. Vous êtes Tout le monde Ben, qui ont... je m'assume. Ben oui. Je suis complotiste, parfait. Je suis complotiste. I don't care. Ceux qui ont participé au CES de 2023, tu sais, le Consumer Electronic Show, ils ont présenté les Nova H1 au CES. Puis il y a du monde qui l'ont acheté. Parce qu'on comprend, il y a eu un Kickstarter. Ils vendent ça 695$ US. Parce que c'est un vrai bijou, c'est une perle. Ben oui. Tu sais, c'est un vrai bijou, là. Ah, ben, mais c'est ça qu'elle a, Kamala. Ben oui, je Les sais. Nova H1. Je vois des photos, j'ai bien de la misère à vous obstiner. là. Ben non, On les va photos laisser ça. montrées, c'est l'enfer. C'est Donc la- arrêtez de dire que c'est pas ça. C'est ça. Ben oui, c'est ça qu'il y avait. Arrêtez de dire que c'est pas ça. Chris, c'est ça. C'est des C'est Nova pour ça H1. qu'au débat, était capable d'enfiler des mots. Il y a quelqu'un qui filait les réponses. Quand il posait des questions, quand Trump disait quelque chose, puis c'était à son tour à répondre à Trump, Ben oui. il y a quelqu'un qui disait, bon là, tu vas répondre à l'enfant. Ah oui. Non, c'est Biden qui était dans ses oreilles. Mais si, moi, je pense pas, moi. Mais Je elle pense a- pas. Là, elle entendait. Je pense pas que Elle Biden. entendait ça. Biden. Il ronflait. Il Non, ronflait non, dans les non, oreilles. non, Elle mais entendait Biden, il dire. n'a rien à foutre d'elle. Ah, c'est vrai. Il la déteste. Ah oui, lui, il va. Moi, Il c'est la pour ça. déteste. Il va la stabber 2-3 fois avant l'élection, checkez bien. Il a commencé là, avec l'histoire de DeSantis. Là. Il va la stabber. Est-ce que. Hey, on l'écoute dessus avant de finir ce, Ah, ce petit bout-là. je te l'avais sorti. Hein? Ben, je pense que l'avais? je. Oh, oui, oui. Moi, je t'ai Moi, coupé pas c'est pire. DeSantis qui savonne un peu, là. Ben, c'est hier matin, MSNBC. Eux autres, c'est des méchants malades. OK, MSNBC, ils veulent parler à. Voyons, au gouverneur de l'État de DeSantis. DeSantis. C'est juste que je suis en train de chercher quelque chose. Oh, oui. Puis, le gars, il pose des questions finalement sur son histoire avec Kamala. Et là, lui, il s'en tient pas. Lui, il dit, attends un peu. Comment il l'appelle, Trump, Kamala, déjà? Non, mais c'est pas Trump, là. Là, c'est Non, je DeSantis. sais, mais j'essaie de trouver un autre. Ah, Kamala. c'est Lying. Lying Kamala. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y a plein de noms, Donc, Lying Kamala, mais le gars de MSNBC, il pose la question. Puis tu vois que le gars n'est pas petit. Il est là, puis il patine. Il dit, ouais, j'ai pas le choix, ben, là. Avec tout ce qui est arrivé. On l'a dit, Chris, mes boss m'ont dit, il faut que je te pose la question, là. Puis l'autre est bien straight. Écoute, l'autre, il est en plein cœur d'une histoire. L'ouragan vient de passer. Il y a eu des tornades dans le coin de Palm Beach, Martin County, Port St. Lucie, c'est pour un coin-là. Donc, il est dans le jus un peu,
mais il doit parler aux médias. Puis là, ben, l'autre essaie d'y parler de Kamala Harris. Écoutez bien comment ça s'est passé. Puis vous me direz si il y a un seul politicien au Québec ou au Canada qui est capable de répondre de même. Vous me direz ça, OK? Hey, Governor, could you just help clear something else up that happened earlier this week? And we were actually debating it at this table, so I got to ask. There was some praise that came your way from President Biden and said that they had spoken, you had spoken. Then there was this brouhaha over Vice President Harris apparently reaching out to you and maybe not taking the call, and this whole thing, accusations that this had all become politicized. Can you just speak to what happened there? I am working with the President of the United States. I'm working with the Director of FEMA. I'm marshaling all my state assets. We've been doing this now nonstop for over 2 weeks between Helene and this. And so if there's anything I can leverage to benefit my people, I'm going to do it. The fact of the matter is they put out a story saying I didn't even know she was trying to reach me, but she has no role in this process. And I've been dealing with these storms in Florida under both Trump and Biden. Neither of them ever politicized it. And in fact, all the storms I've dealt with under this administration, although I've worked well with the president, she has never called in Florida. She has never offered any support. So what she's doing is she's trying to inject herself into this because of her political campaign. So as the governor here who's leading this, I don't have time for those games. I don't care about her campaign. Obviously, I'm not a supporter of hers, but she has no role in this process. And so I'm working with the people I need to be working with. We're leveraging the resources I need to be leveraging. And for her to try to say that my focus should be on catering to her rather than worrying about my own people just shows she doesn't understand what it means to respond to these natural disasters. Boum! Là, moi, j'écoute ça puis je suis un peu triste. T'es triste de quoi? Christophe. Oui, es-tu loin de ça? On va-tu en avoir un de même un jour? T'es-tu malade, toi? Non, mais Jeff. Il traiterait de fou. Écoute tous les politiciens. Il dans un four, il couperait en morceaux, il ferait du roast beef avec. Écoute tous les politicos qui nous parlent. On a Mélanie Joly. Fédéral, provincial, puis retourne dans le passé aussi. Mais Trudeau, à comparer de ça. Puis retourne dans le passé, là. Ouais, ben là, je sais pas, les patates frites avec de la sauce, on rajoute du fromage en crotte, en craigne, squitch. Veux-tu que je te sorte GND? Veux-tu que je te sorte Manon? Veux-tu que je te sorte... Ben, c'est ça. Veux-tu que je te sorte PSPV? Mais... Non, c'est pas vrai. Il est tout le temps de même un peu Calimero. C'est un stade, ça. Mais tu te parles de Yves-François Blanchet. Non, c'est ça. C'est sûr que quand vous ne pouvez pas poser cette question-là. Je ne pouvez pas poser cette question-là, quand même. Je ne peux pas avoir cette approche-là. Le gars s'écoute parler. Il avale sa propre diarrhée verbale. DeSantis. Bang! Puis c'est le rythme aussi. Oui. Tu sais, dans le sens que ça sort. Ça sort. Ici, on l'a eu des politiciens qui étaient très respectés, des politiciens avec des idées, des affaires. Mais ça sort pas. Ça sort pas. Oh, c'est tout du niaisage. Ils n'ont pas de gaz. Ils n'ont pas de gaz. Mais la minute que quelqu'un a un peu de gaz ici, il le traite de fou. Oui. Ils n'aiment pas ça, ils ne sont pas à l'aise. Quelqu'un qui a de l'énergie, quelqu'un qui a du gaz, quelqu'un qui a de la répartie, quelqu'un qui a quelque chose à dire, quelqu'un qui challenge les médias, quelqu'un qui les remet à sa place. La minute que ça arrive, le gars est à abattre, on le coupe en viande à fondue, puis on le calisse dans le bouillon. C'est l'extrême droite. Ben oui. Puis c'est eux autres qui se plaignent qu'il y a de la désinformation partout, alors que c'est eux autres qui étouffent tout ce qui a de l'allure. Donc, il n'y a pas un chat qui a du gaz, qui a le goût d'aller dans le fond de la main. Mais une chance, on va voir au Québec, on va voir Rodriguez. Là. Oui. Italien. OK. Non, c'est un Argentin. Non, mais moi, j'aime mieux que ce soit italien. On peut le mettre italien. On peut le mettre italien. Il s'appelle Rodriguez. Oui, c'est ça. Donc, moi, je pense que c'est le seul Argentin qui ne mange pas de viande. Ici, ça doit être rare. Ouais, c'est tenu trop longtemps avec Justin. Il est rendu qu'il mange juste des lentilles. Hey, je l'ai trouvé, le Wikipédia. Oui?
Le Wikipédia? Le Wikipédia. Le Wikipédia des nicknames que Trump donne à tout le monde. Ah T'es oui? sérieux? Oui, Ah c'est oui. bon. Il y a quelqu'un qui a fait un Il y a Wikipédia. Lying Kamala. Ben, mettons, Kamala Harris, il y en a 5. OK. Hein? T'as Comrade Kamala. Oui, c'est ça. C'est lui que je cherchais hier. Ouais. Comrade Kamala. T'as Crazy Kamala. Ah, Crazy Kamala. T'as Laughing Kamala. Oui. Arrête, t'as Lying Kamala. Ah, Lying Kamala. Et il y en a un que tu vas peut-être m'expliquer. T'as Kamabla. Kamala. Oui, ça, c'est parce Dans que... le sens de... Ça, c'est parce que... c'est- Blablabla ou quoi? Non, c'est parce que c'est de où elle vient. Ah, Elle vient-tu de Jamaïque? Elle vient-tu de l'Inde? Elle vient-tu de l'Afrique? Elle vient-tu... Parce qu'elle, dépendamment avec qui elle est, elle change sa patente. Là. Elle change ses accents, elle change son rire, puis elle change aussi de quelle origine elle est. Elle a plusieurs... Ah, moi, je suis indienne, moi. Le lendemain, elle est jamaïcaine. Le lendemain, elle est noire. Le lendemain, elle est quasiment afro-américaine. Ouais, elle va arrêter un peu. Là. Ben voilà pour la boîte. Il y en a plus dans la version Prime. Ben oui. À Pids, en plus. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Pirate et fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Notre buddy Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables à contribuables.ca. On t'a vu la bête pas mal dans les médias au cours des derniers jours. Mon ami Nick, t'as fait le tour des médias pour, d'abord, confirmer un peu, parce que vous êtes deux, dernièrement, vous faites un sondage dans le même sens. Toi, vous autres l'avez fait au Canada. La gang du Parti conservateur du Québec l'avait fait pour le Québec. Les résultats sont pas mal sur à peu près... en tout cas, c'est ça. Je n'ai pas comparé un à côté de l'autre, mais de mémoire, si je ne me trompe pas, Nick, ça ressemble pas mal entre les deux sondages. Oui, dans le fond, nous, on a fait un sondage au niveau pan-canadien, essentiellement par l'entremise de la firme Léger Marketing, pour justement avoir un peu l'opinion des Canadiens par rapport à la même interdiction qui s'en vient que pour le Québec, mais pour le reste du Canada, qui est cette interdiction sur les voitures à essence et au diesel, du moins les nouveaux véhicules à essence et au diesel pour 2035. Et on le sait, je pense que effectivement, le PCQ avait fait leur sondage avec la firme Palace Group. Les sondages, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Les Québécois veulent rien savoir de l'interdiction. On voulait savoir, nous, au niveau pan-canadien, c'était quoi l'opinion populaire des gens. Et, ben, encore une fois, les chiffres parlent d'eux-mêmes pas mal. 59% des Canadiens qui ont été interrogés sont contre l'interdiction des voitures à essence et au diesel. 29% sont pour. Puis il reste un petit 12% des gens qui sont plus ou moins sûrs. Ce 12%-là, mettons qu'on élimine de l'équation et qu'on prend juste les gens qui sont décidés sur l'enjeu, ça monte à 67% des Canadiens qui ont pris le temps de se positionner, qui s'opposent à cette interdiction-là. Ce qui est assez massif parce que, je veux dire, on s'entend que si une politique est impopulaire au Québec ou elle est populaire au Québec, c'est peut-être pas nécessairement le cas pour le reste du pays. Vrai. Mais ce qui est intéressant à rapporter ici, c'est qu'il y a une politique fédérale et vous avez une politique provinciale. Et c'est pas parce que la politique au fédéral serait renversée demain matin qu'au final, nous, au Québec, on connaîtrait pas les conséquences de cette politique-là. C'est aussi vrai pour l'interdiction des voitures à essence que pour la fameuse taxe carbone, par exemple. Ouais. Mais il en reste que on est dans cette situation-là. Il y a aussi la Colombie-Britannique, qui est la province avec le Québec, là, qui sont peut-être les plus favorables à ça, mais encore là, la majorité des gens sont opposés à l'interdiction. Mais c'est les deux provinces au Canada qui ont leur propre politique provinciale. C'est-à-dire, si demain, mettons, Poilievre est élu, Trudeau s'en va et Poilievre a déjà annoncé qu'il s'opposait à cette politique-là. Donc, on va prendre pour acquis qu'il va le faire, qu'il va s'y opposer. Ben, on aurait quand même le Québec puis la Colombie-Britannique qui serait encore collés dans un coin en disant, bon, on va garder notre politique puis on maintient le pied sur l'accélérateur pour foncer dans le mur essentiellement. Ce qui est une opinion qui semble être partagée par plusieurs à ce niveau-là. Une affaire qui est très intéressante aussi, c'est de voir la division, quand on fait un breakdown des chiffres du sondage. Que dans les villes, c'est 50-50. C'est-à-dire que les gens sont à peu près on the fence sur l'enjeu. Dans le milieu rural, c'est là que le bas blesse. Là, littéralement, 72% des gens interrogés sont contre l'interdiction des voitures à essence et au diesel. Donc, clairement que c'est les gens qui sont les plus
en région éloignée des villes et qui parcourent des plus longues distances, qui sont le plus contre cette politique-là. Ce que je tiens aussi à mentionner... Mais t'as peu. Oui, vas-y. Est-ce que tu te poses des questions quand même sur les gens qui restent en région puis qui sont à 25 à souhaiter la fin des voitures électriques? Qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête? Puis, je veux juste préciser une affaire. Là. Moi, j'ai jamais été contre la diversité au niveau des moyens de transport. C'est-à-dire que la technologie nous permet d'avoir des voitures qui fonctionnent avec des plures de bananes, avec de l'eau, avec de l'hydrogène et de l'électricité. D'ailleurs, moi, regarde, comme deuxième voiture, c'est possible que je fasse le switch moi-même. Je veux dire, comme première, c'est impossible. OK? C'est pas possible. Puis c'est vrai que ça s'est amélioré avec les années. Donc, je ne suis pas, je veux le préciser, je ne suis pas un anti-voiture électrique. On dirait qu'à chaque fois qu'on parle de ça, on est un peu comme quand on questionne les histoires des règles sur les changements climatiques et les nouvelles lois qu'on veut faire, puis tout. On est toujours vu comme étant des gens qui sont en déni face aux changements climatiques. On a toujours l'air à des gens d'arriérés mentaux, etc. Oh, c'est bien, non, c'est pas ça, là. Je comprends toute l'histoire. C'est une bonne nouvelle qu'il y a une diversité dans l'offre, qu'on a une diversité au niveau de l'énergie. Ce qu'on parle ici, c'est pas ça, là. C'est de penser que demain, surtout au Québec, grand territoire, avec l'hiver, donc pas très sécure. Parlez-en aux gens qui sont en Floride pour les histoires d'ouragans, avec les voitures électriques, comment c'est un aria, avec les histoires d'eau et tout. Donc, il y a des choses au niveau sécurité qui sont importantes à considérer, entre autres pour le Québec, qui est dans un climat hyper nordique, un grand territoire. C'est complètement fou. La dernière place au monde, d'ailleurs, on est une des places qui pollue le moins sur la boule quand on se compare avec les autres. La dernière place au monde où on devrait avoir cette loi-là, c'est ici. Qu'ils aient réussi à convaincre 25 des gens dans les régions qui, eux, sont... En tout cas, ça ne prend pas un grand cerveau pour comprendre que c'est pas adapté pour les gens des régions, les voitures électriques. Oui, tu peux en avoir une. Oui, si tu es urbain, si tu te promènes au centre-ville de Chicoutimi, puis tu t'envoies à Chicoutimi-Nord à ta maison, puis tu fais ça à tous les jours, puis que tu fais pas du Montréal 3 fois par semaine, tu vas vivre avec ta voiture électrique sans problème. Mais que ce soit le cas de tout le monde, je veux dire, c'est impensable, Nick, carrément impensable. Absolument. Puis, tu sais, je partage son opinion. D'abord, nous, on n'est pas contre les voitures électriques de toute manière. Puis, le sondage, c'est pas ça l'axe qu'on prend. C'est vraiment par rapport à la politique véhicule zéro émission du gouvernement Trudeau, c'est-à-dire cette interdiction graduelle des nouvelles voitures à essence au diesel ainsi que les hybrides conventionnels. Puis ça, c'est pas assez précisé. Puis je pense que ça vaut la peine d'être martelé parce que c'est une catégorie de voitures qu'on s'était un peu habitué au cours des dernières années, qu'on pensait qu'elle allait même être une alternative entre la voiture à essence uniquement puis la voiture électrique, donc un entre-deux. Et il y a eu des ajustements qui ont été faits à ce niveau-là. Donc, clairement que nous, ce qu'on voit, c'est qu'au final, les gens ne sont pas opposés à la voiture électrique, à la voiture hydrogène, ni même aux autres types de transport. Ils veulent conserver cette liberté de choix. Et ils comprennent, ça je pense que je parle pour tout le monde à peu près, là, qu'il y a on parle d'une très petite base en économie, qui comprennent que si tu réduis le nombre de catégories de voitures disponibles sur le marché, ça va avoir un impact sur le stock de voitures disponibles et donc sur leur prix inévitablement. Deux choses qui sont intéressantes à ce niveau-là aussi, c'est qu'on a été interpellé par Stephen Guilbeault, le maître d'œuvre, le ministre de l'Environnement, qui a mis en œuvre cette politique, parce que lui, il a réagi en disant deux choses par rapport à notre sondage. Il était pas content. Ben bon, c'est parce qu'il aimait pas surtout les résultats. La première des choses, c'est qu'il dit que nous, en fait, que c'est pas une interdiction des voitures à essence ou diesel, alors que même les médias le relatent, là, on n'est pas les seuls à le dire. Même Radio-Can en a parlé comme tel. Par contre, il a raison sur le point. C'est pas une interdiction où est-ce que du jour au lendemain, je veux dire, le gouvernement arrive devant les stations, pas les stations-service, mais les concessionnaires, puis dit, ben là, ça arrête là, on produit plus de voitures à essence. C'est graduel. C'est-à-dire qu'il y a des quotas qui sont imposés aux manufacturiers du monde automobile puis aux concessionnaires pour qu'à chaque année, le nombre de voitures électriques qu'ils vendent augmente, puis c'est à travers des quotas imposés. Et s'ils peuvent pas vendre autant de voitures électriques que supposé, ils vont compenser avec des crédits qui sont donnés par le ministère de l'Environnement. Mais ces crédits-là, ils vont en avoir de moins en moins. Et là, ce qui arrive, c'est que d'ici 2030, au Canada, c'est 60% des voitures qui sont vendues, qui devront être électriques, ce qui est énorme. Mais au Québec, cette politique-là est encore plus directe. Là, c'est environ 85% des voitures qu'on dit qui vont devoir être électriques.
Puis en Colombie-Britannique, c'est encore pire. Eux autres, c'est 90%. Eux autres, se sont rendus ailleurs. Mais il en reste qu'au final, graduellement, cette interdiction-là va limiter les choix qu'on a dans les concessionnaires. Et malheureusement, on n'a pas non plus beaucoup de mécanismes qui font en sorte que les voitures vont être plus, accessibles. On l'a vu, entre autres, les gouvernements au fédéral, autant au Canada qu'aux États-Unis, mettre des tarifs ces voitures électriques chinoises à coût de 100%. De l'autre côté, on a même un rapport du directeur parlementaire du budget qui dit que dans les projections actuelles, le fameux 60% de vente de voitures électriques, on ne l'atteindra pas en 2030, à moins que les voitures électriques, que leur prix baisse de 38% par rapport aux voitures à essence. Puis pour que ça arrive, il faudrait qu'on garoche encore plus de subventions à l'achat de voitures électriques. Il faudrait qu'on garoche encore plus d'argent pour subventionner des nouvelles usines de production de voitures électriques. Donc, au final, la seule solution qui reste pour le gouvernement fédéral pour vous pousser à acheter des voitures électriques dans l'état des choses actuelles, c'est de garocher plus de cash là-dedans. Et une affaire intéressante pour venir aux fameuses hybrides, qui est vue comme une voiture intéressante pour le monde en région, ben à la base, quand le projet de loi ou le projet de règlement a été déposé, les voitures hybrides conventionnelles et hybrides rechargeables étaient bannies. Il y a eu un ajustement qui s'est fait en décembre 2023. Le gouvernement a comme réalisé qu'il s'en allait peut-être dans la mauvaise direction. Ils ont eu bien de la pression du monde automobile et ils se sont fait dire, OK, finalement, on va garder les plug-in hybrid electric vehicles. C'est-à-dire qu'on va flusher toutes les voitures hybrides conventionnelles, donc qui roulent à essence, puis qui ont une batterie de recharge au cas où il arrive de quoi. Ou quand tu roules en ville, tu roules sa batterie, ça coûte moins cher d'essence. Et là, dorénavant, les seules voitures hybrides qui sont autorisées, c'est les voitures hybrides rechargeables. C'est quoi la grosse différence? C'est simple. Vous devez la recharger à tous les jours pour rouler avec. C'est une voiture hybride, même si elle a une batterie 10 à 20 fois plus importante, la rechargeable versus la hybride conventionnelle, il n'en reste que vous devez la plugger tous les jours. Donc, à partir de 2035, les seules nouvelles voitures que vous pourrez acheter au Canada, c'est celles que vous pouvez plugger, littéralement. Ouais. Et ça emmène un autre enjeu extrêmement important, c'est celui du coût pour cette politique-là. Selon le ministère des Ressources naturelles du Canada, c'est 300 milliards de dollars que ça va coûter pour mettre en place l'ensemble des infrastructures énergétiques à travers le pays pour alimenter ces différentes stations de recharge et compagnie. Donc, c'est énorme comme coût. On le sait, l'état des finances publiques, je sais pas, vous avez vu les déficits et la dette. On en a déjà parlé en masse, mais imaginez 300 milliards de plus par-dessus le marché. Dans l'état de l'économie actuelle, c'est juste insoutenable. Je veux que tu essaies de m'expliquer ce que toi tu penses, ce que vous pensez du côté de votre organisation. Quel est le but derrière ça? Parce que, tu sais, je veux dire, à chaque fois qu'on pose des questions à quelqu'un qui est pour ça, on leur dit, oui, mais tu sais, le Canada, c'est à peu près quoi? C'est 1,7% des émissions mondiales. Le Québec, je pense, c'est 0,4. OK. Même plus 0,3, ouais. Plus 0,3. Donc, 0,3. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que demain matin, on fait tout ça? Est-ce qu'il y a quand même des ouragans? Est-ce qu'il y a quand même des inondations? Concrètement, là, est-ce qu'ils ont déjà expliqué quelque part? Parce que je parlais de ça hier avec Jerry. Tu sais, Jerry m'expliquait l'histoire de Couche-Tard qui veut acheter 7-Eleven. Oui. L'offre est rendue à 47 milliards de dollars. OK? Je regarde le développement de Couche-Tard avec Circle K dans le monde et là, l'achat probablement des Japonais. Regardez les concurrents. Si vous allez aux États-Unis, les Wawa de ce monde qui sont en développement comme ça n'a aucun sens. Des grosses stations-service avec des gros restaurants, des grosses affaires. Les Racing Track aussi, qui est un concurrent. Les Buc-ee's. Buc-ee's qui a entre 100 et maintenant 120 tanks de gaz dans les nouveaux développements qu'ils sont en train de bâtir. C'est fou, là. Un qui est annoncé pas loin de chez nous, 120 tanks de gaz avec un genre de restaurant, épicerie de 45 000 pieds carrés. Donc, si ces gens-là investissent des milliards alors qu'on est aux portes de se faire interdire d'acheter des voitures à essence dans certaines places. Qui est dans le champ, là? C'est comme, tu sais, je veux dire, Couche-Tard, c'est québécois, ça, là. Donc, pendant que Couche-Tard, moi, je me fie beaucoup plus au marché qu'à des imbéciles de politiciens, là. Mais on est-tu en train de faire une gaffe majeure? Bon, premièrement, quel est le but de ça? Concrètement, qu'est-ce que ça va changer s'il arrive ça, à part de nous appauvrir? À part de nous mettre en danger au niveau sécuritaire, on est moins sécure avec
juste un parc automobile uniquement électrique. Puis l'autre affaire, comment ça se fait que le marché s'en va pas là? Le marché semble penser que le pétrole, c'est là pour toujours. C'est quoi qui se passe dans leur tête? C'est une bonne question. De un, c'est clair et net que le marché dit quelque chose de bien différent de ce que le gouvernement dit présentement. Je dirais inévitablement, le gouvernement est dans le champ. Ça, on le sait, puis c'est même que les concessionnaires puis les fabricants automobiles sont de plus en plus nombreux à s'en rendre compte, ne serait-ce à le dire aux différents gouvernements, parce que ça s'applique autant au Canada qu'en Europe, là, la politique qu'on voit se dérouler présentement. Et là-bas, ça capote autant parce qu'ils ont ils ont des objectifs à peu près similaires. Et vous voyez que les compagnies dans le monde automobile en arrachent. Notamment, je pense que le meilleur exemple dans toute cette équation-là, c'est Volkswagen. Eux autres, ils ont manqué le bateau pour l'électrification. Ils sont en train de manquer le bateau parce qu'ils ont mis une partie de leurs œufs dans Nordvolt, puis ça, c'est en train de tomber à terre. Donc, je veux dire, ça, c'est un exemple flagrant d'une entreprise qui, sous la pression des gouvernements, s'est retrouvée à devoir faire des choix stratégiques qui la mettent de plus en plus littéralement dans la merde. Et d'un autre côté, je veux dire, les entreprises, le marché lui-même est capable de produire des solutions, capable de produire des véhicules électriques, des voitures à hydrogène, des voitures hybrides, des voitures hybrides rechargeables. Je veux dire, on manque pas de variété, on manque pas d'opportunités. Et en plus, on est dans un milieu, je veux dire, je regardais la dernière voiture hybride là, qui était sortie par Toyota, c'est genre 3,18 litres par 100 km. Là. On est rendu de plus en plus efficace dans les moteurs qu'on sort, moins d'émissions, mais tu as un gouvernement en arrière qui est jamais satisfait puis qui essaie d'imposer des quotas puis des objectifs qui sont insoutenables. Tu sais, en ce moment, on voit là, la transformation de l'électrification des transports au complet du Québec là, comme étant le plus important objectif de l'histoire du Québec en matière de lutte contre les GES. Là. C'est littéralement les mots du gouvernement du Québec. Mais à la fin de la journée, le transport routier, c'est 34% des émissions du Québec. Quand même bien que tu électrifies tout ça au courant des 25 prochaines années, parce que même si tu interdis les voitures à essence et au diesel, du moins les nouvelles ventes en 2035, les camions sont là, sur les routes. Ben oui, les camions sont là, pareil. c'est ça, exact. Et puis les camions sont pas touchés. Là. Toutes les semi-remorques sont pas touchées par l'interdiction pour l'instant. Puis ça fait partie quand même, c'est un volume d'émissions non négligeable. Mais quand même bien que tu élimines 34% des émissions du Québec, là, qu'on passe de 0,35% des émissions à 0,25% des émissions globales, c'est clair que ça n'aura aucun impact sur l'environnement plus que sur la qualité de l'air dans les différentes régions. Puis ça, ben malheureusement, on dirait que le gouvernement ne semble pas comprendre à quel point même si on agit en amont, comme il aime ça le dire, là, il faut qu'on change notre manière de faire, changer nos habitudes de vie. L'impact à la fin de la journée, c'est un impact économique. Et là, les impacts sont multiples. Pour l'instant, on parle surtout de comment est-ce que ça va impacter le portefeuille des gens et les finances publiques, mais pensez à ça un instant. Si vous allez à la chasse, par exemple, vous partez dans le nord ou quoi de même, pensez-vous que ça va être la même game si vous y allez en voiture électrique? Pensez-vous qu'il va y avoir des stations de recharge aussi loin qu'il y a de stations de service présentement? Ou que les infrastructures énergétiques d'ici les 10-15 prochaines années vont être disponibles partout? Ben, tous ces gens-là qui vont à la chasse en passant vont voter pour le Bloc québécois qui ont pris Patrick Bonnet dans leur équipe. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire qu'on comprend rien, là. Ça, j'ai bien de la difficulté à le comprendre, effectivement, parce que tu vois que la dynamique des régions, c'est on est à droite économiquement, on est à droite socialement, puis on vote à gauche. Mais bon, à la fin de la journée, n'en reste que c'est les régions qui vont le plus souffrir de ça, c'est très évident. Il y a un retard anyway, au niveau du développement de toutes les infrastructures comme telles en région, pas juste dans l'électrification. Puis là, on veut pousser ça encore plus loin. Il n'y a aucune écoute de la part des gouvernements. Puis en plus, au lieu de faire quoi que ce soit pour y remédier, d'écouter l'opinion de la population, Stephen Guilbeault, de son côté au fédéral, continue à juste répéter les mêmes mensonges. Puis au provincial, on dit qu'on va éduquer la population. C'est littéralement, Benoît Charette s'est mis en mode pédagogue pour être en mesure d'expliquer pourquoi est-ce que c'est important que les Québécois abandonnent leur voiture, le choix de choisir la voiture de leur choix en 2035. Donc, je veux dire, il y a une déconnexion fondamentale. Puis clairement, qu'au fur et à mesure que les élections vont se dérouler au courant des prochaines années, aux États-Unis, ce qui s'en vient, pouvoir possiblement dans un mois, ça va avoir un impact non négligeable. Bien sûr, au fédéral en 2025, puis après ça, je veux dire, la pression sur le Québec va être de plus en plus importante après 2025. Là. Tant sur la question du carbone que c'est les voitures à essence, le Québec va soit devoir changer complètement sa stratégie par rapport à la lutte au GES ou même à son approche environnementale, ou va juste s'enfoncer davantage puis va devenir une juridiction qui est, je veux dire, lésée à travers le Canada, puis toutes les autres vont passer à côté ou vont avoir des politiques pas mal plus crédibles. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, là, de dire...
Tu sais, ce genre de contrôle sur nos vies, là, puis je comprends qu'ils font un bon travail, pareil, là, de réussir à convaincre 50 des gens dans les villes, 25 c'est incroyable quand je pense à ça. Moi, je veux dire, c'est un constat qui est dur à faire pour moi, mais je veux dire, ils font un bon travail de convaincre les gens que ce qu'ils racontent là, c'est possible, etc. Puis c'est la manière de faire, puis c'est comme ça qu'on va sauver la planète, etc. Mais au-delà de ça, là, justement, au niveau sécuritaire, au niveau de liberté de choix, au niveau de... Mais qu'est-ce qui arrive pour qu'on permette au gouvernement de nous imposer tant de choses? Ça finit plus. Je sais que tu es plus jeune que nous autres. Nous autres, on a été élevés dans les années 70, les années 80, où c'était peut-être... c'est carrément l'inverse. Hein. Il n'y avait pas vraiment de règles, il n'y avait pas vraiment de... Le gouvernement n'était pas là, il n'était pas là tous les jours. On ne savait pas vraiment c'était qui venait. Il n'était pas dans le journal tant que ça. Il n'était pas à TV à tous les jours. Les vedettes, c'était des chanteurs, c'était des joueurs de hockey, c'était pas des politiciens. On était dans une belle époque, on ne le savait pas. Mais là, aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Ils sont même rendus à t'interdire. Là, parce qu'on sait qu'on commence là. On sait que le next step après, c'est la viande. Là. On sait que ça va être les produits laitiers. On sait que ensuite, ça va être probablement les légumes en hiver. On ne veut pas que les légumes arrivent du Mexique. On ne veut pas qu'ils arrivent de trop loin. La limite va être 1000 km, etc. Il va y avoir plein de règles qui vont... Et à force d'accepter comment les gouvernements mènent nos vies, ça a commencé bien avant la COVID, mais ça a été, je vous dirais, il y a eu une manière de faire pendant la COVID qui a maintenant changé les choses pour toujours. Puis là, au nom des changements climatiques qui utilisent la même manière qu'ont utilisé le virus, là, c'est on a tous les droits du monde de tout vous enlever des droits fondamentaux, des choses qui sont... On joue carrément dans vos vies, dans la liberté de choix que vous avez. Et ce qui me fait capoter, c'est que les gens, un peu comme pendant la COVID, les gens semblent à l'aise avec ça parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont réussi à leur faire peur avec l'histoire de changement climatique. C'est complètement crazy. On n'a pas de recours. On a-tu des recours, d'après vous autres, est-ce qu'on a des recours d'arrêter ça? Y a-tu quelqu'un qui peut aller devant les juges ou les juges vont faire pendant la COVID qui vont se mettre du côté de la machine puis ils vont nous empêcher d'exercer nos droits? J'avoue franchement que là, je vous le dis un peu comme en exclusif, mais on n'a pas encore pris de décision à ce niveau-là. On aimerait vraiment voir c'est quoi les options légales pour intervenir d'une quelconque manière dans un des dossiers, tant au provincial qu'au fédéral, ou même en Colombie-Britannique, où est-ce qu'ils ont aussi leur propre politique là-bas. Nous, étant présents dans toutes les provinces, on a cette capacité à être en mesure d'intervenir. Pour l'instant, on analyse les options, mais c'est clair que, je reviens à ce que tu disais tantôt par rapport au fait que dans les années 70 versus aujourd'hui, c'est quand même un changement drastique, mais pas besoin de temps de retourner dans les années 70, je dirais retourner en 2015. Si je t'avais dit qu'il y a 10 ans ou 9-10 ans, que dans 10 ans, ton gouvernement va taxer sur le carbone, va taxer sur le streaming, il va t'interdire les voitures à essence au diesel, il va littéralement t'empêcher de t'informer via Facebook ou Twitter parce qu'il va imposer des lois qui font ni queue ni tête. Je veux dire, c'est fou à quel point en dedans de quelques années à peine, puis si je rajoute là-dedans le fait on double la dette, en 10 ans, on double la dette en passant, Oui. toutes des histoires de même, il n'y a rien qui fait du sens dans la mesure où est-ce que tout ça s'est passé très rapidement, puis on a effectivement donné une passe-droit à un gouvernement, surtout en 2015-2019. Bon, le Parti libéral de Justin Trudeau était majoritaire, il n'y a rien qu'on pouvait faire à ce niveau-là d'une quelconque manière, même politiquement. Puis après ça, les partis durant la pandémie, on l'a laissé dépenser sous couvert de l'urgence. Résultat, sur les 576 milliards qu'on a dépensés durant la pandémie, le tiers avait rien à voir avec la COVID. Puis par la suite, on a laissé, cette coalition se dérouler, continuer à imposer, continuer à taxer davantage, continuer à dépenser davantage le fameux bloc NPD libéral, puis finalement bloc libéral, puis on verra ce qu'il en est. Mais à la fin de la journée, c'est sûr que si on donne une passe-droit au gouvernement sur toutes ces questions-là et qu'il n'y a pas de mécanisme pour les contribuables, on n'est pas sorti de l'auberge pour l'instant. Il existe quelques mécanismes qu'on a trouvés quand même dans différentes provinces, mais je sais pas à quel point ça serait applicable en fonction de l'interdiction des voitures à essence ou diesel. Ça, c'est clairement quelque chose qui va devoir se régler dans une élection ou qui va se régler en cours à travers une injonction. Puis encore là, je serais très surpris que ça se règle de même. Au final, la solution est entièrement politique. Un peu au Québec, on est fait, là. Au Québec, PQ est pour ça, le PLQ est pour ça, QS est pour ça, la CAQ, c'est eux qui viennent de le faire. Puis, on verra pas ça de notre vivant, là. On va voir 4-5 députés du Parti conservateur, mais les Québécois sont bien trop fuckés pour élire autre chose que les 4 partis qu'il y a là. Regarde, ils sont sur le bord de voter pour un gars qui vient d'arriver, il vient de gérer avec Trudeau
Ils viennent de complètement scraper le Canada. Le gars, il décide parce que là, ils ont des sondages qui sont pas bons de se sauver. Il dit, bon, on va aller au Québec. Ils n'ont pas de chef au Parti libéral. Les sondages, il est rendu à 27 % si c'était lui. Les Québécois avec des bulletins de vote, c'est vraiment une gang de dangereux. Mais, tu sais, si, Manac, je vois pas comment il y a pendant les élections, on va pouvoir changer ça. Les autres alternatives sont aussi fous que la CAQ. Absolument. Mais je dirais qu'à la fin de la journée, ce qui pourrait ramener le Québec à l'ordre, c'est d'une part, c'est les autres provinces canadiennes qui, autant dans les prochaines élections fédérales, ne semblent pas vouloir voter du même bord, autant sinon au niveau de la pression du marché. C'est-à-dire que si, par exemple, le reste du Canada change de direction par rapport à toutes les questions qu'on a parlé, c'est clair que le Québec va se sentir de plus en plus isolé, puis la pression sur l'économie va être de plus en plus directe. Il y a un article, d'ailleurs, qui était sorti de Québécois il n'y a pas si longtemps qui mentionnait qu'il y a des risques que le Québec soit effectivement lésé si on se retrouvait avec la dernière juridiction avec une taxe carbone en Amérique, du moins au Canada. Ce qui fait effectivement du sens, on est les seuls à garder ce genre de mécanisme-là, mais à la fin de la journée, le meilleur rappel à l'ordre qui peut venir, c'est soit du marché, soit de la politique pan-canadienne comme telle. Puis, le sondage qu'on a finalement sorti là, sur l'interdiction des voitures à essence ou diesel, pour nous, c'est une manière de démontrer que autant au Québec que dans le reste du pays, existe vraiment un sentiment généralisé qui semble vouloir s'installer, mais il faut qu'on continue à militer pour qu'il s'installe davantage puis qu'il se reflète dans les prochaines élections, tant au fédéral qu'au provincial. Mais malheureusement, au Québec, effectivement, le combat est encore à être fait à tous les niveaux. Les Québécois sont responsables beaucoup eux-mêmes de ce qui arrive. On est une drôle de gang, on va se le dire. Merci, Nick. Nick également, vous pouvez le suivre sur X. Très, très bon sur X. Et bien sûr, à l'occasion, genre 2-3 semaines avec nous sur Radio Pirate. Thank you, Nick. Merci. Online. Worldwide. Radiopirate.com